Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le 1er décembre 2020. Bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Nous sommes donc le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. L'Algérie enregistre 32 000 cas de contamination VIH-sida. Une journée célébrée cette année dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19. Nouvelle mesure de confinement décidée par le gouvernement, reprise graduelle des vols d'Air Algérie à partir du 6 décembre, persistance du plateau des contaminations à la Covid-19. Nous verrons tout cela dans cette édition. Une crise sanitaire qui impacte le monde de l'emploi. Chez nous, les entreprises publiques et privées en souffrent. Les recrutements en baisse de 70%. Nous suivrons un reportage dans ce journal. Deuxième jour des discussions des membres de l'OPEP autour de la possibilité de prolonger de 3 mois les réductions de production pétrolière en vigueur à partir de janvier 2021. Et nous parlerons aussi d'archéologie après une interruption de plus de 20 ans. La revue Libico est de retour, une publication du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique. Ça sera à la fin de cette édition. Bienvenue à tous, nous sommes donc le 1er décembre, une date qui marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Sachez qu'en Algérie, elles sont 32 000 personnes vivant avec le VIH-sida et sous traitement, selon les données du ministère de la Santé et d'ONU-SIDA. La lutte contre cette maladie représente un défi pour l'Algérie, en particulier dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19. Et puis le ministère de la Santé organise aujourd'hui une journée d'information placée sous le slogan « Pendant la Covid-19, assurer les soins et le traitement du VIH et la responsabilité de tous ». La rencontre constitue une opportunité pour présenter les stratégies de l'accélération de la riposte dans le cadre de la mise en œuvre du plan national SIDA 2020-2024 dans le contexte de la Covid-19, ainsi que pour évoquer les mesures innovantes à prendre pour relever les défis actuels et contribuer aux objectifs ambitieux de mettre fin d'ici à 2030 au SIDA comme problème de santé publique. Et à la veille de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida, le ministère de la Santé révèle le caractère ambitieux des objectifs du PNS et convie tous les acteurs de la riposte nationale à prendre dès à présent la mesure du défi opérationnel que représente la mise en œuvre de ce plan. Bouchra Bouali. Avec 1 700 000 infections et 690 000 décès chaque année, le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde a atteint les 38 millions. En Algérie, ils sont 32 000, dont 31 000 adultes à vivre avec ce virus, selon les données du ministère de la Santé et de l'ONU-SIDA. Et l'ensemble des malades bénéficient à titre gratuit de toutes les prestations médicales, y compris le traitement antirétroviral. Pour faire face à cette maladie, l'Algérie s'est dotée d'un nouveau plan national stratégique contre le sida pour la période 2020-2024. Mais sa mise en œuvre s'apparente cette année à un défi opérationnel en raison de la pandémie du coronavirus. Pas question de permettre à la crise sanitaire, aussi grave soit-elle, d'occulter le sida, cette autre pandémie mondiale qui n'a toujours pas été endiguée 40 ans après son apparition. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Santé organise une journée d'information à son siège qu'il a placée sous le slogan « Pendant la Covid-19, assurer les soins et le traitement du VIH et la responsabilité de tous ». L'objectif est de rappeler qu'un défi d'une telle ampleur ne peut être surmonté qu'en instaurant une solidarité mondiale, en acceptant notre responsabilité partagée et en mobilisant une riposte qui n'oublie personne. C'est d'ailleurs sous le signe de la solidarité mondiale et de la responsabilité partagée que la journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée cette année.
Pour rappel, l'Algérie s'est toujours engagée à lutter contre le sida en souscrivant notamment à la déclaration d'Alger sur l'accélération du dépistage du VIH au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ainsi que la stratégie ONU-SIDA visant à mettre fin à l'épidémie du sida d'ici à 2030. Il s'agit surtout de rompre la chaîne de transmission et d'assurer un accès universel à la prévention, au dépistage et aux soins. Des objectifs ambitieux qui risquent cependant d'être compromis par le spectre du coronavirus qui continue de planer sur le monde entier. Et comme annoncé dans les titres, le gouvernement a décidé hier le prolongement du confinement partiel à domicile dans 34 wilayas du pays pour une durée supplémentaire de 15 jours à partir du 2 décembre prochain, c'est-à-dire à partir de demain, dans le cadre des mesures prises au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Ces mesures se déclinent comme suite. En matière de confinement partiel à domicile, la mesure de confinement partiel à domicile de 20 h jusqu'au lendemain 5 h du matin est applicable pour les wilayas d'Adrar, L'Rouat, Bouaghi, Batnab, Djaya, Biskra, Blida, Bouira, Tbissat, Lemsen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djidjel, Strif, Galma, Naba, Constantine, Médéa, Mstradem, Msila, Ourgla, Oran, Ilizi, Borj Baririj, Boumerdas, Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Elwed, Khenchla, Soukharas, Tipaza et Ain Mouchent. Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qui exigent la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l'instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblée d'une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination. Pour les services aériens de transport public de passagers, la levée de la mesure de suspension des services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique. Cette mesure qui sera applicable à compter de ce 6 décembre concernera d'une part la totalité des dessertes et vers les wilayas du sud du pays et d'autre part et dans une première étape 50% des vols desservant celles du nord du pays. Pour les mosquées, en continuité de la démarche d'ouverture des mosquées de manière graduelle, progressive et contrôlée observée par les pouvoirs publics, il est décidé l'ouverture des mosquées ayant une capacité supérieure à 500 fidèles et ce dans le respect strict des mesures et protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation du Covid-19. L'ouverture des mosquées ayant une capacité supérieure à 500 fidèles s'effectue par arrêté du wali affiché à l'entrée des mosquées. Elle sera applicable à compter du mercredi 2 décembre. Commerce, prorogation de 15 jours des mesures de fermeture de certaines activités, des marchés de vente des véhicules d'occasion au niveau de l'ensemble du territoire national, la prorogation de la mesure de fermeture des activités des salles omnisports, des salles de sport, des lieux de plaisance, de détente, des espaces récréatifs et de loisirs et des plages, des maisons de jeunes et des centres culturels. La prorogation de la mesure de limitation du temps d'activité de certains commerces qui devront cesser toute activité à partir de 15 h. Il s'agit du commerce des appareils électroménagers, d'articles ménagers et de décoration, de literie et tissus d'ameublement, d'articles de sport, de jeux et de jouets, des lieux de concentration de commerce, des salons de coiffure pour hommes et pour femmes, ainsi que des pâtisseries et confiseries. Les cafés, restaurants et fast-food limitent leurs activités uniquement à la vente à emporter et sont également soumis à l'obligation de fermeture à partir de 15 h. Toutefois, les walis pourront procéder à leur fermeture immédiate en cas d'infraction. Djerad a aussi décidé la prorogation des mesures applicables aux marchés ordinaires et aux marchés hebdomadaires. Ces décisions viennent en application des instructions du président de la République, Al-Majid Tebboune, et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus et l'autorité sanitaire. Et puis, cette bonne nouvelle pour nos ressortissants algériens bloqués à l'étranger, désirant rejoindre le pays pour des cas d'urgence, notamment sanitaires, humanitaires, nécessité de services et impératifs économiques. La compagnie nationale Air Algérie annonce la poursuite des vols de rapatriement. L'opération concerne les ressortissants enregistrés auprès des représentations algériennes à l'étranger et dont les dossiers ont été étudiés par la commission sectorielle concernée, et ce,
dans le cadre de l'application des dispositions des autorités concernées concernant le transport aérien public. La situation sanitaire en Algérie en chiffres, 978 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 605 guérisons et 21 décès ont été enregistrés hier par les autorités sanitaires. Je vous propose d'écouter le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Jamal Fouar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 978 nouveaux cas, 518 nouvelles hospitalisations, 605 patients guéris, 46 patients en soins intensifs et 21 décès. Avec la notification de 978 cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 2,2 cas pour 100 000 habitants, sachant que 15 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 13 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 20 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement enregistré 21 décès au cours des 24 dernières heures, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations, durant les 24 dernières heures, nous avons 518 nouveaux patients. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 53 809 patients guéris, dont 605 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux au niveau national 46 patients intubés hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, nous passons toujours le même message à notre population. Il faut rester très vigilant durant cette période, respecter scrupuleusement les mesures de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout, je répète, le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Et avec le choc de la pandémie de Covid-19, le nombre des personnes ayant besoin d'aide humanitaire dans le monde va atteindre un nouveau record, 235 millions, une augmentation de 40% en seulement une année selon les plans de réponse humanitaire coordonné par l'ONU. L'ONU qui a lancé ce mardi un appel humanitaire record de 35 milliards de dollars, soit 29 milliards d'euros pour 2021. Sachez qu'au moins 1 460 018 morts dans le monde ont été recensés depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre. Chez nous, de nouvelles infrastructures dédiées à la prise en charge des malades Covid-19 sont réceptionnées. L'exemple aujourd'hui dans la wilaya de Larouat qui a réceptionné un nouvel hôpital où tous les équipements nécessaires ont été fournis pour faire face à cette crise sanitaire et assurer une meilleure prise en charge des malades. Marim Damis. Face à la recrudescence des cas positifs à la Covid-19, la wilaya de Larouat a bénéficié d'un nouvel hôpital d'une capacité de 240 lits, ce qui a permis de réaménager et dédier tous les services de l'hôpital Hamida Ben Adjila pour prendre en charge les patients atteints de la Covid. Nous avons équipé le service de réanimation avec des respirateurs artificiels et nous avons mobilisé tout le personnel pour faire face à cette crise sanitaire. Tous les équipements nécessaires ont été fournis pour une prise en charge optimale des patients avec des médecins sur le pied de guerre depuis le début de la pandémie. Nous avons mis en place tous les moyens humains et matériels dans cet hôpital pour prendre en charge les patients, comme les respirateurs artificiels et les appareils de monitoring. Les médecins suivent régulièrement l'état de santé de leurs patients. Les malades dont l'état de santé est stable sont hospitalisés à domicile, mais pour ceux qui ont des complications, on les prend en charge au niveau du service de réanimation. Le coronavirus se propage toujours, mais la lutte continue pour stopper sa propagation. Et comme partout ailleurs dans le monde, le secteur de l'emploi en Algérie a été touché de plein fouet par la pandémie du Covid-19. Après près de 9 mois de crise sanitaire, certaines entreprises peinent à garder le cap entre licenciements et baisse d'activité. Les taux de recrutement n'ont jamais été aussi bas. Reportage Walid Yousfi.
Situation difficile pour les entreprises nationales, publiques ou privées. Beaucoup ont dû mettre la clé sous la porte et ont ainsi libéré leur personnel. Certaines plateformes de recrutement parlent d'une baisse de plus de 70% dans les offres d'emploi durant les 9 derniers mois. La pandémie a eu un impact direct sur le monde de l'emploi, que ce soit en termes d'organisation et qu'en termes de recrutement. Nous avons constaté une baisse vertigineuse dès le mois de mars et le mois d'avril, avec plus de 80% de nombre de postes d'emploi en moins par rapport à ce qui est habituellement proposé. Le premier impact de la crise sanitaire pour nous à la SAA est un impact directement sur l'activité. C'est un impact important. Une baisse d'activité qui vient aggraver la situation causée par la crise économique. Le ralentissement général de l'économie a impacté et non seulement les entreprises, mais aussi les particuliers, et notamment les plans de recrutement de toutes les entreprises. Prenez par exemple le secteur des services, tout ce qui touche au tourisme aujourd'hui par exemple. Agences de voyage, hôtels, intervenants, tout type dans le domaine du tourisme. C'est un secteur qui est fragilisé, qui est sinistré même. Oui, on n'annonce pas de chiffres encore, mais vous allez voir que les chiffres vont être alarmants. Il y a déjà des mises en chômage dans ces secteurs-là. On parle de plusieurs milliers d'agences de voyage qui a fermé. Ça a une conséquence directe de toute façon sur l'emploi. Un coup dur pour les travailleurs algériens. Baisse d'activité, licenciement, réduction du taux de recrutement. La crise sanitaire touche l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. Le secteur privé est cependant celui qui paie le plus lourd tribut. Celles qui sont les plus touchées, c'est les PME, TPE, qui exercent dans les métiers des services, dans tous les métiers, les TPE, parce que en fait, c'est des entreprises qui ne sont pas liquides, c'est des entreprises qui sont déjà petites, qui elles ne peuvent pas faire face à une crise longue. Et là, on parle aujourd'hui d'une crise du Covid qui est là, pratiquement on est au 9e mois où cette crise qui est installée chez nous, et elle a fragilisé énormément notre économie. Et on verra en fait l'avant et l'après-Covid. L'après-Covid va être très compliqué à la reprise. Une reprise qui risque d'être difficile mais pas impossible. Les secteurs sinistrés devront mettre les bouchées doubles pour aller au-delà de la crise économique engendrée par la pandémie. Et puis, sachez qu'une enquête destinée à évaluer les impacts de la crise sanitaire de la Covid-19 sur les entreprises et les ménages sera lancée fin décembre et dont les premiers résultats seront disponibles janvier prochain, indiqué le ministre délégué chargé de la prospective, Mohamed Cherif Belmihoub. L'enquête sera lancée en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Elle concernera un échantillon de 15 000 ménages et 15 000 entreprises. S'agissant de l'évolution des recettes des hydrocarbures du pays, Belmihoub prévoit pour 2021, avec la reprise économique, entre 30 milliards et 35 milliards de dollars de recettes, ce qui pourrait soulager au niveau de la balance des paiements. Ce qui nous amène à parler aussi des impacts de la Covid-19 sur le marché des hydrocarbures. Poursuite des discussions des membres de l'OPEP autour de la possibilité de prolonger de 3 mois les réductions de production pétrolière en vigueur à partir de janvier 2021. Ces discussions aboutiront à des recommandations qui seront soumises à la 12e réunion ministérielle de l'OPEP+, qui se tiendra cet après-midi. Et ces discussions avaient été entamées hier lors des travaux de la 180e réunion de la conférence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole sous la présidence du ministre de l'Énergie Abdelmajid Attar. Abdelmajid Attar
qui a fait état hier de l'unanimité des pays membres de l'organisation sur la prolongation jusqu'à fin mars 2021 du plafonnement de la production à 7,7 millions barils jour à la condition de convaincre les partenaires de l'OPEP d'adopter cette option. Retour sur ce premier jour avec Nakhla Lahabi. Consensus au niveau de l'OPEP pour prolonger le seuil actuel de la baisse de la production au-delà de 2020 pour assurer un équilibre du marché pétrolier et améliorer par là même les prix de brut qui ont atteint le niveau de $48. Le chemin du rétablissement de l'économie mondiale s'est avéré long malgré le développement de vaccins anti-Covid-19, ce qui explique la nécessité pour l'organisation et ses alliés de continuer leurs efforts pour soutenir le marché pétrolier. Les marchés ont réagi positivement ces derniers jours, alors que diverses sociétés pharmaceutiques ont fait des progrès positifs dans le développement et l'approbation d'un vaccin anti-Covid-19 sûr et efficace. Entre mai et octobre 2020, les producteurs de l'OPEP+ ont pour rappel contribué à réduire l'offre mondiale d'environ 1,6 milliard de barils, y compris des ajustements volontaires, ce qui a été essentiel au rééquilibrage du marché, et ce, grâce à l'accord d'ajustement de production conclu en avril dernier, afin d'enrayer la chute des prix causée notamment par les répercussions de la pandémie de la Covid-19 sur la demande. Les 23 pays membres de l'OPEP+ vont en fait examiner la possibilité de prolonger au-delà de 2020 le seuil actuel de baisse de production appliqué depuis le mois d'août dernier, à savoir 7,7 millions de barils jour pour 3 mois supplémentaires. Et les cours du pétrole ont baissé lundi à l'issue de la première journée d'une réunion cruciale de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses partenaires qui doivent décider de l'avenir de leur quota de production. Le baril de Brent et de la mer du Nord pour livraison en janvier, dont c'était le dernier jour de cotation, a perdu 1,22% à $47,59 à New York. Le baril américain pour la même échéance a cédé 0,4% à $45,34 sur l'ensemble du mois de novembre. Le Brent et le WTI ont cependant grimpé de 27%. L'impact des catastrophes induites par les changements climatiques, sujet d'une réunion au siège du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables. Des représentants des plusieurs ministères concernés étaient présents. Le but, élaborer un livre blanc conformément aux orientations du Premier ministre. Merim Damis. Les pays africains ne consomment que 2% d'énergie alors qu'ils sont impactés à 40% par la pollution. À cet effet, l'Algérie va élaborer pour la première fois le livre blanc sur les impacts des catastrophes naturelles induites par les changements climatiques et le présenter aux institutions internationales pour mettre en place une politique adéquate. Ce document servira d'argument pour le pays qui entend défendre son projet de lutte contre la pollution en vue de bénéficier d'un appui financier de la part des Nations Unies. Pour dire voilà les efforts que fait l'Algérie. Elle est impactée à l'échelle internationale et il faut donc que les Nations Unies nous aident dans les efforts que nous portons pour atténuer les effets des changements climatiques. On ne va pas les arrêter, on va les atténuer. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les pays industrialisés, c'est eux qui polluent. Mais c'est les pays du Sud qui trinquent, comme on dit. C'est-à-dire ceux qui en souffrent. L'Afrique a besoin d'être aidé pour mettre en place une politique d'atténuation des changements climatiques. Le ministre est revenu sur l'importance de consommer les énergies avec modération et sans gaspillage. Il a également recommandé de recourir aux énergies renouvelables. L'Algérie est un pays en stress hydrique de Raferascom. C'est-à-dire qu'il faut utiliser l'eau d'une façon rationnelle. Et il faut donner un juste prix à l'eau. Il n'est pas normal qu'une bouteille d'eau minérale 25 dinars, c'est 5 mètres cubes d'eau. Or, le mètre cube d'eau revient à 50 dinars à l'Algérie. Et tout ça, il faut que le citoyen sache. Évidemment, nous allons protéger toutes les classes vulnérables, c'est normal. Mais celui qui a les moyens, il faut qu'il paye le juste prix. Un des nombreux objectifs nationaux, la transition énergétique, un défi à relever.
Suite à la résolution du Parlement européen sur la situation des droits de l'homme en Algérie, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, a affirmé que l'Algérie fait l'objet d'un flot ininterrompu d'agressions verbales qui nous parviennent de France. Ces agressions empruntent plusieurs canaux, le Parlement européen, les ONG et leurs rares relais médiatiques et politiques locaux, ainsi que les réseaux sociaux et leurs influenceurs parisiens, a-t-il précisé dans une déclaration, citant le poète russe Maïkovski qui a-t-il dit, nous indiquer au siècle dernier de si belles manières l'attitude à prendre dans certaines situations. Je ne mords pas à l'ordure, à l'appât de Bas Freden. Il a estimé qu'une Freden est définie par le dictionnaire comme un écart de conduite, une folie de jeunesse, une frasque, je dirais aussi une vulgarité pour décrire le flot ininterrompu d'agressions verbales qui nous parvient de France. Pour le ministre, ce n'est pas la première fois que des lobbies évoluant au sein du Parlement européen tentent vainement d'épingler l'Algérie sur le registre des droits humains et des libertés individuelles en pendant des résolutions similaires. Il a rappelé dans ce cadre la résolution de même nature adoptée par le Parlement européen l'année passée, alors que l'Algérie affairait à réussir ses élections présidentielles pour sortir de l'impasse imposée par l'ancien régime, fait l'objet de critiques acerbes à tort de la partie de parlementaires européens. Le ministre a soutenu à cet égard que les ONG et leurs relais médiatiques et politiques locaux ne sont pas en reste de ces agressions. Belhimer a expliqué à ce titre que la remise de notre pays sous tutelle ou protectorat français est souvent associée à la disparition de la génération de novembre, comme si elle n'était qu'une brève parenthèse de notre histoire contemporaine. Il précise dans une déclaration que ces agressions empruntent plusieurs canaux, le Parlement européen, les ONG et leurs relais rares médiatiques et politiques locaux, ainsi que les réseaux sociaux et leurs influenceurs parisiens. L'Algérie a condamné vigoureusement l'attaque terroriste sanglante ayant ciblé des agriculteurs dans l'État nigérian de Borno suite à une attaque du groupe terroriste Boko Haram. Plus de 110 agriculteurs y ont trouvé la mort et des dizaines de personnes ont été blessées et portées disparues, selon un responsable local, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères, tout en présentant ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple nigérian. Frère, l'Algérie a réitéré son entière solidarité avec le gouvernement du Nigeria et son soutien à toutes les mesures qu'il prendra pour l'éradication des groupes terroristes. L'Algérie affirme son engagement à la lutte contre le terrorisme et son soutien aux efforts de la communauté internationale afin d'éradiquer ce fléau inhumain. Dans le dossier du Sahara occidental, les réactions à l'agression militaire menée par les forces d'occupation marocaines à Al-Guerguerat se poursuivent. Hier, des organisations et personnalités politiques et parlementaires en Suède ont appelé le gouvernement suédois à mettre en œuvre la décision du Parlement adoptée à l'unanimité en 2012, laquelle prévoit la reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique, affirmant que la mise en œuvre de la dite décision sera la réponse la plus forte à l'agression marocaine contre le peuple sahraoui. Après une interruption de plus de 20 ans, elle est sortie de cette revue, la revue Libico. Cette revue spécialisée dans la préhistoire et l'archéologie est dédiée depuis les années 50 pour le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique. Nos journalistes Samira Hadjamar revient sur cet événement. Regardez. Après une absence qui aura duré plus de 20 ans, Libica est paru cette semaine. Son initiateur est le CNRPH, le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique. Libica a vu le jour dans les années 50. Chercheurs et spécialistes vont pouvoir recommencer à consulter, mais aussi publier le résultat de leurs recherches sur l'exceptionnel patrimoine qui existe en Algérie.
La revue Libica, qui est une revue de renommée internationale, vient de paraître maintenant, donc après plusieurs années d'interruption. Donc on en est au 36e numéro. Donc c'est une revue qui a une diffusion très mondiale. Hein. Donc à un certain moment, elle était envoyée dans plus d'une centaine de pays dans le monde. Donc c'est une revue en fait dans laquelle les chercheurs du centre et les chercheurs du monde entier publient des travaux de recherche en relation avec donc les thématiques pour lesquelles donc, travaille le centre, donc la préhistoire, l'anthropologie et l'histoire. Libica est donc cet ouvrage de première importance pour la transcription du patrimoine. Cette importance se caractérise aussi dans le travail quotidien entrepris par Felid Kharbouch, le directeur du CNRPH et ses équipes. Nous sommes dans le domaine de l'archéologie. Et ce qui dit archéologie, donc, il y a un travail qui se fait en amont, c'est-à-dire depuis le travail de terrain, donc l'exploration de tous les sites préhistoriques algériens, il y en a des milliers. Donc ça passe par la prospection, la collecte des objets de toutes sortes. Hein. Il y a des outils préhistoriques faits sur des matières non périssables comme le silex, il y a des restes osseux de faune ou des restes humains. C'est la salle de l'anthropologie physique. Dans cette salle, on a plusieurs collections des restes humains de plusieurs époques, des périodes préhistoriques qui reviennent au paléolithique supérieur et puis paléolithique et néolithique, et des crânes des collections des périodes protohistoriques issues des monuments funéraires de tout type. L'accès à ce labo est aux chercheurs du centre en toute évidence, et en même temps, on assure la formation des étudiants de master et de doctorat des universités. Moi, je m'intéresse au processus de domestication, donc comment l'homme est devenu donc, de chasseur-cueilleur à agriculteur et éleveur de bétail. C'est notamment ce que je fais dans le site de Médès 2 à El Alma, où j'ai pu démontrer une phase de néolithisation, donc de début de domestication de ces espèces, et que je présente dans le Libica. Archéologique, paléo ou encore préhistorique, le directeur du CNRPH revient sur les sites d'importance en Algérie qui racontent l'histoire de l'humanité. Nous avons un site pour cette période-là qui est clé pour la préhistoire mondiale, c'est le site de Ain Boucherit, qui vient d'être daté de 2,4 millions d'années, qui est considéré aujourd'hui comme le deuxième site le plus vieux au monde. Donc l'Algérie est en quelque sorte un deuxième berceau de l'humanité. Et pour toutes les périodes de la préhistoire, nous avons des sites clés également. Donc depuis 2,4 millions d'années jusqu'à 10 000 ans à peu près, à toutes ces périodes-là, l'Algérie, donc le territoire algérien, a été occupé par les hommes préhistoriques d'une manière continue et d'une manière, on va dire, tout le territoire algérien a été occupé pendant la période préhistorique, ce qui est une chose exceptionnelle. Hein. Alors si vous êtes intéressé par la revue, sachez qu'elle est disponible au niveau du centre de recherche au prix de 900 dinars. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.